La nounou allait être arrêtée, accusée de vol, mais la parole du perroquet la sauve au dernier moment. Le couloir était silencieux d'une manière qui faisait mal. Ce n'était pas le silence de la paix, ni ce bon silence de fin d'après-midi, quand la maison se rafraîchit et que tout le monde se repose. C'était un silence tendu, le genre qui fait retenir son souffle à ceux qui s'y trouvent et fait battre le cœur à un rythme qui semble faux. Mais au milieu de ce silence, il y avait une voix. Coco répétait la même phrase depuis plus de 20 minutes. Il répétait et répétait, insistant, comme s'il savait qu'il devait être entendu, comme s'il avait attendu le bon moment pour parler. Mais personne là-bas n'avait l'esprit ouvert pour prêter attention à un oiseau. Le patron criait. Les deux agents arrivés quelques minutes plus tôt restaient silencieux, essayant de gérer une situation qui avait échappé à tout contrôle bien avant leur arrivée. Et elle, la tête baissée, les poignets entravés par les menottes, essayait de respirer. Elle essayait, mais les larmes coulaient quand même. 12 ans, c'était ce qui lui traversait l'esprit pendant que les larmes tombaient sans demander la permission. 12 ans dans cette maison. 12 ans à balayer, laver, repasser, cuisiner. 12 ans à se réveiller avant tout le monde et à se coucher après que les autres étaient déjà couchés. 12 ans de confiance, d'intimité, de choses que seuls ceux qui vivent dans une maison connaissent. Et maintenant ça. Coco cria plus fort. « Ne le dis pas à l'oncle, ne le dis pas à l'oncle !» Le patron ordonna à la bête de se taire. Mais elle leva les yeux pour la première fois depuis que les menottes s'étaient refermées sur ses poignets. Et quelque chose de petit, mais de vivant, s'alluma en elle. Pour comprendre ce qui s'était passé dans ce couloir, je dois raconter l'histoire depuis le début. Parce que ce jour n'est pas né de rien. Il a été construit par de nombreuses mains, sur une longue période. Bernadette Marie Lefebvre avait 42 ans. C'était une femme de taille moyenne, à la peau foncée et aux cheveux crépus attachés en chignon, qu'elle faisait chaque matin avant 6 heures. Elle avait les yeux que sa mère appelait des yeux de quelqu'un de sérieux, non parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils regardaient droit, sans détour. Elle était arrivée à Paris, venue de la province, quand elle était encore jeune, avec un sac de vêtements et l'adresse d'une cousine notée sur un papier froissé dans sa poche. Les premières années furent des années d'adaptation, de frayeur, de travail dans plusieurs endroits différents. Elle avait nettoyé des bureaux, s'était occupée de personnes âgées, avait travaillé dans une pension. C'étaient des emplois qu'elle faisait avec soin, mais aucun n'avait duré. Ou c'était elle qui n'était pas restée. Mais quand elle arriva dans la maison des Beaumont, quelque chose se mit en place. Elle disait toujours l'avoir senti dès le premier jour. Cette maison avait une place pour elle. Étienne Beaumont était avocat, un homme grand, en costume sombre et cravate, les cheveux bien peignés, et une façon de parler qui montrait qu'il avait l'habitude d'être écouté. 41 ans, prospère, organisé. C'était un bon patron quand il était calme. Le problème était que le calme n'était pas toujours son état naturel. Claire, l'épouse, était différente, plus douce, plus patiente, professeure d'université avec un sourire sincère qu'elle ne réservait pas aux occasions spéciales. Elle traitait Bernadette avec respect dès le premier jour, l'appelait par son nom, lui demandait comment elle allait vraiment. Ce n'était pas de la feinte, c'était sa façon d'être. Leur fille, Camille, avait 6 ans quand Bernadette arriva. Elle avait maintenant 18 ans, et Bernadette l'avait vue grandir comme une fille qui n'était pas la sienne, mais qui avait pris place dans son cœur de la même manière. Elle se souvenait de chaque étape de cette petite fille, de la peur du noir que Camille avait à 7 ans, de la période où elle ne voulait manger que des pâtes au beurre, des nuits où elle se réveillait en pleurant et où c'était Bernadette qui se rendait dans sa chambre parce que les parents dormaient profondément. Et puis il y avait Madame Françoise. Madame Françoise Beaumont avait 71 ans et était la mère d'Étienne, une petite femme aux cheveux blancs coupés courts, les mains marquées par le temps, et une démarche toute lente qui trompait. Son esprit était aussi vif que toujours. Elle vivait dans une petite pièce à l'arrière de la maison, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin, et passait ses après-midi assise sur la petite chaise en paille qu'elle avait elle-même apportée de son ancienne maison, à regarder le jardin comme si les plantes avaient quelque chose d'important à dire. Le premier jour où Bernadette avait franchi la porte, Madame Françoise l'avait regardée pendant 3 secondes environ et avait dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui ne fuit pas les choses. Restez ici, vous serez traité avec respect. » Et il en fut ainsi.
Pendant de nombreuses années, la maison des Beaumont fut un lieu équilibré. Pas parfait, car les lieux parfaits n'existent pas, mais équilibré. Il y avait des désaccords, des journées difficiles, des mois plus difficiles et des mois plus confortables. Mais il y avait un fil de confiance qui tenait tout ensemble, et Bernadette était une partie importante de ce fil. Ce fil commença à s'amincir 2 ans plus tôt, quand Claire tomba malade. Ce n'était rien de grave, mais cela exigeait des soins et du repos. Elle partit passer quelques mois chez ses parents, à Nice, à quelques heures de là. Étienne se retrouva seul avec la responsabilité de tout. La maison, Camille, le travail, les factures. Et Étienne, seul avec tout cela, était un Étienne plus renfermé, plus dur, plus avare de paroles. Bernadette tint bon. Elle avait toujours tenu bon. Quand Claire revint, la maison respira de nouveau, mais Étienne garda une manière différente qui ne le quitta jamais tout à fait. Une impatience qui était là, même quand il souriait. Un état d'alerte qui semblait ne plus jamais s'éteindre. Ce fut dans cette même période que son neveu se mit à apparaître plus souvent. Bastien Beaumont avait 26 ans et l'air de quelqu'un qui est toujours en train de sonder le terrain. Étudiant dans une autre ville, il débarquait chez son oncle parfois à l'improviste, parfois en prévenant à peine. Étienne adorait son neveu. Il avait pour lui cette affection de celui qui n'a pas eu de fils et a trouvé dans son neveu quelque chose de semblable. Il lui donnait de l'argent quand il en demandait, lui ouvrait sa maison chaque fois qu'il se présentait, ne posait pas trop de questions. C'était le genre d'amour qui ne voit pas ce qu'il ne veut pas voir. Bernadette n'aimait pas Bastien. Elle ne l'avait jamais dit à personne, pas même à Madame Françoise qui était sa confidente, mais il y avait en lui quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Une façon de circuler dans la maison qui différait de celle des invités ordinaires. Les invités ordinaires restent dans les pièces qu'on leur montre. Bastien, lui, allait où il voulait, ouvrait les tiroirs, restait à regarder les choses avec une curiosité qui semblait calculée. Un samedi après-midi, environ 3 semaines avant que tout n'arrive, Bernadette avait croisé Bastien dans le couloir du 2e étage, près de la porte du bureau d'Étienne. « Salut Bernadette » dit-il avec ce sourire. « Je cherche les toilettes. »« Les toilettes à l'étage sont au bout du couloir du côté opposé, » répondit-elle. « Ah, c'est vrai, merci. » Et elle le regarda s'en aller avec un malaise qui ne passait pas. Bastien était venu dans cette maison au moins une 40aine de fois dans sa vie. Il savait exactement où se trouvèrent les toilettes. Elle ne dit rien. Ça ne la regardait pas. Du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Coco vivait dans une cage dans le couloir du 2e étage parce que Madame Françoise y tenait. Le perroquet était un cadeau qu'elle avait reçu 8 ans plus tôt d'une voisine qui était partie pour de bon. D'un vert éclatant, avec une bande bleue presque invisible sur la tête et un bec gris et ferme. Coco était malin comme savent l'être les perroquets. Il absorbait tout ce qui flottait dans l'air, sans filtre, sans intention, sans savoir le poids de ce qu'il gardait. Madame Françoise lui parlait tous les jours, Bernadette aussi. Même Camille, quand elle était plus petite, lui apprenait des chansons et l'oiseau répétait sans cesse les passages qu'il préférait, mélangeant tout d'une manière qui faisait rire la famille. Nas últimas semanas, Coco tinha começado a repetir uma frase nova que Bernadette tinha ouvido mais de uma vez passando pelo corredor. Ela tinha achado que era alguma coisa que Camille tinha dito numa ligação ou que o bicho tinha pegado da televisão. Não tinha dado a menor atenção. Mas a vida às vezes guarda pra gente exatamente o que a gente vai precisar, no momento exato que a gente mais precisa. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. La jeudi a commencé normalement. Bernadette était arrivée à 6h30, comme toujours. Elle avait fait le café, mis le pain à réchauffer, sorti les tasses comme chacun les aimait. Étienne était parti à 7h30 pour une réunion qu'il avait lui-même qualifiée d'importante. Claire était sortie peu après avec Camille pour emmener sa fille à un rendez-vous. Madame Françoise était dans sa chambre à se reposer, comme elle avait l'habitude de le faire le matin. La maison s'est tue. Bernadette a rangé la cuisine, lavé la vaisselle qui restait de la veille et monté au 2e étage pour faire le ménage des chambres. Elle avait passé devant la porte du bureau d'Étienne, mais n'est pas entrée. Elle n'entrait jamais dans le bureau sauf pour nettoyer, et elle ne nettoyait que lorsqu'il était à la maison ou lorsqu'il le demandait. C'était la règle depuis le début,
et elle ne l'avait jamais enfreinte. C'est un peu avant 10 heures qu'elle a entendu le portail. Étienne est rentré plus tôt que prévu, et quand il a monté les escaliers avec des pas trop lourds pour un homme qui était sorti sereinement, elle a su que quelque chose était arrivé. Elle est restée sur le pas de la porte de la chambre de Camille, le chiffon à poussière à la main, à écouter. Le bruit de tiroir qu'on ouvre dans le bureau, puis le silence. Puis un cri qui a traversé les murs. Elle a couru vers le couloir. La porte du bureau était ouverte. Étienne était au milieu de la pièce, avec l'air de quelqu'un qui a reçu un coup de poing, sans voir d'où il venait, la main pressée contre sa tête. « Qu'est-ce qui s'est passé, maître Étienne ?» Il a mis une seconde avant de parler. « Disparu. » La voix est sortie sèche, différente. « L'argent que j'avais gardé ici, tout a disparu. » Bernadette est restée figée sur le pas de la porte. Et ce qu'elle a ressenti à cet instant, ce n'était pas seulement de l'inquiétude pour l'argent, c'était cette oppression qui vient quand on réalise qu'on est dans un endroit dangereux sans avoir rien fait pour s'y trouver. C'était combien ? 3 700 €. Je devais m'en servir aujourd'hui pour conclure un accord important. Je l'avais laissé là, dans ce tiroir du fond, la semaine dernière. Je ne suis pas entré dans le bureau aujourd'hui, maître Étienne, ni hier, ni avant-hier. Il s'est retourné et l'a regardé. Et ce regard, c'est lui qui a fait mal. Ce n'était pas de la colère pure. C'était un doute que Bernadette ne méritait pas, mais qui était là, clair dans ses yeux, comme s'il avait attendu une occasion de se montrer. Qui est entré dans cette maison ces derniers temps, à part vous? Madame Claire, Camille, Madame Françoise, votre neveu le week-end dernier. Bastien est resté en bas. Je l'ai vu à l'étage, maître. Il a dit qu'il cherchait la salle de bain. Pause. Brève, mais lourde comme du plomb. Vous en êtes sûr? Oui, maître, j'en suis sûr. Mais la graine de la méfiance était déjà plantée. Et quand on a la tête brûlante et le cœur effrayé, la graine pousse très vite, sans avoir besoin d'eau. La dispute a dégénéré d'une manière que Bernadette n'avait jamais vécue dans cette maison. Jamais. Étienne a haussé la voix, a dit qu'elle était celle qui avait l'accès le plus libre à la maison, qu'il n'avait jamais douté d'elle mais qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui était sous ses yeux. Elle a pleuré, nié, demandé du calme, demandé qu'il réfléchisse avec la tête froide. Mais Étienne était dans un état que la raison n'atteignait pas facilement. Claire est rentrée au milieu de la dispute et a tenté d'apaiser les choses. Elle a posé la main sur le bras de son mari, lui a demandé de respirer, a dit qu'il devait réfléchir posément avant de prendre la moindre décision. Mais Étienne avait déjà une idée en tête. Madame Françoise descendit les escaliers en s'appuyant sur la rampe, ses petits pas prudents et habituels. Elle resta immobile à l'entrée du salon, observant tout avec ce regard calme et profond de celle qui a 71 ans d'histoire et qui a déjà vu bien des choses semblables. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de regarder. Quand Étienne alla au téléphone pour régler ça comme il fallait que ce soit réglé, la vieille dame traversa le salon lentement et s'approcha de Bernadette. Elle prit ses mains entre les siennes, ses mains vieilles et marquées, et les serra fermement. « Je sais que ce n'est pas toi », dit-elle à voix basse. Bernadette ne put même pas répondre. La gorge était trop serrée. « Tiens-toi debout », dit Madame Françoise. « Ne baisse pas la tête pour ça. Voyez-vous, quand j'arrive à ce moment de l'histoire, je reste silencieux un instant avant de continuer. Parce qu'il y a là un poids qui n'est pas mince. Une femme qui a consacré 12 ans de sa vie à une famille, regardez avec ce doute. 12 ans ne devraient pas être effacés par un moment de désespoir de qui que ce soit. Mais parfois ils le sont. Et cela en dit plus sur celui qui efface que sur celui qui est effacé. Bernadette resta assise dans la cuisine à attendre. Elle n'essaya pas de partir, elle ne cria pas, elle ne fit pas de scandale. Elle resta, avec la dignité de celle qui sait que la vérité existe, même quand le monde semble ne pas vouloir la voir. Les deux agents arrivèrent 40 minutes plus tard. C'étaient des hommes sérieux, en uniforme sombre et casquette, qui entrèrent par la porte avec la prudence de ceux qui ont été formés pour ne pas envenimer les situations. Étienne les reçut dans l'entrée, les emmena au 2e étage, leur montra le bureau, expliqua ce qui avait disparu. Les deux hommes écoutèrent tout, prirent des notes, posèrent des questions. Bernadette fut appelée peu après, et c'est là, dans ce couloir, avec la cage de coco juste à côté, que les menottes furent passées à ses poignets. Elle baissa la tête.
ferma les yeux un instant. Les menottes étaient froides et pesaient d'une manière différente du poids physique. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant et espérait ne plus jamais le ressentir. La honte qui descendit le long de son corps n'était pas à elle de porter, mais la honte ne demande pas la permission. Étienne était dans le couloir, rouge de colère, pointant le doigt, disant à voix haute des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de sa bouche. Les agents restaient en retrait, attendant que la situation se calme. Claire était dans l'escalier, la main plaquée sur la bouche. Puis Coco parla. « Dis pas à tonton, dis pas à tonton. Tais-toi, l'oiseau, dit Étienne, agacé, sans même regarder le perroquet. Mais l'oiseau n'obéit pas. Coco répéta, plus fort, plus insistant, comme s'il savait que c'était maintenant ou jamais, comme s'il avait gardé cela en attendant le moment exact. « Dis pas à tonton. 3000, tonton a pas besoin de savoir. Coco, tais-toi. Tu es avec nous ou pas ?» Silence. Un silence différent de tous les autres de cette journée. Bernadette leva lentement la tête. Un des agents regarda le perroquet. L'autre regarda son collègue. Étienne resta figé, le visage bloqué, comme quelqu'un qui vient d'entendre une chose que le cerveau met une seconde entière à traiter. Claire descendit 2 marches plus vite. « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Personne ne répondit. Coco répéta une 3e fois, avec la même précision que toujours, sans savoir ce qu'il faisait. « Dis pas à tonton. 3000. Tonton n'a pas besoin de savoir. Coco, tais-toi. Tu es avec nous ou pas ?» La voix était inconfondable. Ce n'était pas la voix mécanique que les perroquets utilisent parfois quand ils imitent sans soin. C'était une voix que l'oiseau avait copiée avec la fidélité que seul l'animal possède. Le ton, la respiration, la hâte de celui qui avait dit cela en croyant être seul. Et ceux qui connaissaient Bastien la reconnaissaient. Aucun doute possible. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Étienne. La voix de Claire sortit lentement, comme quelqu'un qui a peur de ce qu'elle va dire ensuite. C'est la voix de Bastien. Étienne resta figé. « Étienne, » répéta-t-elle. Il se retourna et alla jusqu'à la fenêtre du couloir. Il resta tourner le dos à tout le monde pendant un moment qui parut trop long. Personne ne parla. Le seul bruit était le vent dehors et, de temps en temps, le perroquet qui bougeait dans sa cage. L'un des agents s'approcha de Bernadette d'un geste calme et lui retira les menottes. « Vous pouvez rester ici pour l'instant, » dit-il à voix basse. Bernadette resta où elle était. Elle ne bougea pas, ne dit rien. Elle resta. « Bastien est venu ici le week-end dernier, » dit-elle d'une voix fatiguée, celle de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, seulement la vérité, nue et crue. « Samedi après-midi. Je suis sorti à 7 heures du matin. Madame Claire était allée voir la voisine d'en face. Camille était dans sa chambre avec son casque sur les oreilles. Et maître Étienne n'était pas à la maison. Étienne était toujours de dos. « Il m'a appelé ce samedi-là, » dit-il enfin. Sa voix sortit rauque, plus petite. Il m'a dit qu'il allait passer chercher un livre qu'il avait oublié. Je lui ai donné le code du portail par téléphone pour qu'il puisse entrer. Le poids de cette phrase s'abattit dans le couloir comme du plomb. « Il est entré ici seul, » dit Claire. « Dis, il est resté combien de temps ?» demanda l'un des agents. « Je n'étais pas là, » répondit Bernadette, « mais d'après l'heure à laquelle il a l'habitude de venir, il doit être resté au moins 2 heures. » Étienne alla jusqu'à la chaise du couloir et s'assit. Il resta les mains croisées devant le visage, les coudes sur les genoux, la tête s'affaissant lentement, comme si le poids de tout cela était trop lourd à porter. « Je dois être honnête ici, parce que cette partie me touche d'une manière que je ne peux pas ignorer. Étienne n'est pas un méchant dans cette histoire. C'est un homme qui a paniqué et qui a cherché une faute à l'endroit le plus proche, sans s'arrêter pour réfléchir. On n'a pas besoin d'être une mauvaise personne pour faire une mauvaise chose, et parfois, c'est exactement ce qui rend les situations les plus douloureuses, quand la personne qui nous blesse n'est pas quelqu'un qui nous veut du mal. C'est quelqu'un qui n'a simplement pas pris le temps de s'arrêter. Mais Bernadette, là, avec les marques des menottes au poignet, savait que la douleur était la même, peu importe l'intention de celui qui l'avait causée. Les 2 agents restèrent encore un moment, notèrent ce qu'ils avaient à noter, parlèrent brièvement avec Étienne des prochaines étapes, puis repartirent. La situation avait changé. Tout le monde le savait,
même si personne ne savait encore comment continuer. La maison redevint calme d'une manière différente après leur départ. Camille était revenue pendant que tout se passait encore et était restée figée dans l'escalier, sans bien comprendre ce qui se passait, les yeux grands ouverts et effrayés. Claire alla vers elle et l'emmena dans la chambre. Étienne resta dans le bureau, porte fermée, et Bernadette alla à la cuisine. Madame Françoise apparut juste derrière elle, de ses petits pas prudents. Elle s'assit à côté d'elle, prit la main de Bernadette entre les siennes sans dire un mot. C'étaient deux femmes, chacune avec son propre poids, partageant le silence d'une journée qui avait été trop longue. « Tu vas rester ?» demanda enfin la vieille dame, avec cette honnêteté tranquille de quelqu'un qui n'a plus de temps pour les détours. « Je ne sais pas encore, » répondit Bernadette. « J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens. » Madame Françoise acquiesça. Elle n'insista pas. C'était sa façon à elle. Elle respectait la douleur des gens sans essayer d'accélérer la guérison. En 71 ans, elle avait appris que certaines choses ont leur propre temps et que forcer ne sert à rien. Étienne descendit 1 heure plus tard. Il était sans cravate, le col ouvert, l'air de quelqu'un qui avait passé tout ce temps seul avec des pensées qui n'avaient pas été tendres avec lui. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, regarda Bernadette, et ils restèrent tous les deux en silence pendant un moment qui dura très longtemps. « J'ai eu tort, » dit-il enfin. La voix était rauque, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ces mots sortant de sa bouche. « J'ai agi sous le coup de la colère, et j'ai eu tort. Je n'avais pas le droit de faire ce que j'ai fait. » Bernadette resta silencieuse. « Pardonnez-moi. » Elle mit un moment avant de répondre, pas parce qu'elle n'allait pas pardonner, mais parce que pardonner est une chose et oublier en est une autre, complètement différente. Et il y avait certaines choses qu'elle devait dire d'abord, des choses qui étaient restées bloquées en elle pendant des heures et qui ne pouvaient plus le rester. « Maître Étienne, j'ai travaillé 12 ans ici. 12 ans sans prendre un centime qui ne m'appartenait pas, sans entrer là où je ne devais pas, sans toucher à ce qui n'était pas à moi, sans trahir la confiance ni de vous, ni de Madame Claire, ni de personne dans cette famille. Et quand vous avez paniqué, vous m'avez regardé comme si j'étais une étrangère. Comme si 12 ans ne voulaient absolument rien dire. » Étienne ouvrit la bouche et la referma. « J'ai été sauvé par un perroquet, » continua-t-elle, et la voix trembla un peu maintenant. « Si Coco n'avait pas dit ce qu'il a dit, je serais sorti de cette maison d'une façon que je n'aurais jamais imaginée de toute ma vie, avec les menottes au poignet. Après 12 ans. » Il ne répondit pas, parce qu'il n'y avait pas de réponse à cela. Et il le savait. Madame Françoise regarda son petit-fils avec les yeux calmes et sérieux de quelqu'un qui a 71 ans et qui n'a plus de temps pour les demi-mots. « Tu vas devoir reconquérir ce que tu as perdu aujourd'hui, Étienne, et cela va prendre du temps. Il n'y a pas de raccourci. » Étienne acquiesça. Il semblait plus petit que d'habitude. Parfois, la conscience d'une erreur a cet effet sur nous. On rétrécit à l'intérieur sans le vouloir. « Je vous pardonne, maître Étienne, » dit enfin Bernadette d'une voix ferme. Mais le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il ouvre juste un chemin vers l'avant. Et ce qu'on va faire de ce chemin, on verra bien. Étienne resta avec cela. Dans les jours qui suivirent, la situation avec Bastien fut révélée au sein de la famille. Étienne appela son frère, le père du jeune homme, et lui raconta tout. Le neveu, confronté par son père, ne nia pas. Il rendit l'argent qu'il avait gardé caché avec lui, comme s'il espérait un jour pouvoir l'utiliser, sans que personne sache d'où il venait. Et il ne revint pas dans cette maison, du moins pas avant longtemps. Étienne dut porter 2 choses à la fois, la colère et la déception envers son neveu qu'il avait protégé comme un fils, et la honte d'avoir accusé la mauvaise personne, sans même lui accorder le bénéfice du doute qu'elle avait construit au fil de 12 années. Bernadette continua de travailler dans la maison des Beaumont. Elle resta. Pas parce que les choses étaient exactement les mêmes, car elles ne l'étaient pas. Elles ne redeviennent jamais comme avant. Mais parce qu'elle avait construit quelque chose dans cette maison au fil de toutes ces années, une histoire qui n'était pas seulement de travail, mais de vie partagée, d'affection, de présence. Et elle ne voulait pas perdre cela à cause de l'erreur d'un autre. Les choses se recomposèrent peu à peu. Étienne fut plus attentionné, plus vigilant, plus reconnaissant dans les petites choses du quotidien. Pas de la manière exagérée de celui qui veut se racheter vite et effacer le souvenir de ce qu'il a fait, mais de la manière calme et constante de celui qui a appris une leçon chère
et a décidé de la prendre au sérieux. Il ne leva plus jamais la voix sur elle. Il ne la regarda plus jamais avec ce doute. Claire, de son côté, s'excusa à sa façon, qui était plus silencieuse et plus profonde. Elle prépara le plat préféré de Bernadette un vendredi après-midi, sans dire un mot sur la raison, et resta assise à la table de la cuisine à discuter avec elle pendant près d'une heure de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. C'était sa manière de dire que Bernadette comptait, et Bernadette comprit. Camille vint la voir un jour et l'embrassa simplement. Elle ne dit rien, elle la serra juste dans ses bras, et parfois, c'est l'étreinte qui dit ce que les mots n'atteignent pas. Madame Françoise, elle, continua d'être ce qu'elle avait toujours été, un porc. Elle ne changea pas parce qu'elle n'avait pas besoin de changer. Elle avait été la seule à ne jamais douter, et elle portait cela avec la légèreté de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait et qui n'a pas besoin de reconnaissance pour cela. Et Coco continuait dans le couloir du 2e étage, vert et brillant dans sa cage, répétant les choses qu'il entendait sans connaître le poids d'aucune d'elles. Bernadette passait devant lui chaque matin. Et certains jours, quand la fatigue pesait plus lourd ou quand le couloir était calme et qu'elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti avec les menottes au poignet, elle s'arrêtait devant la cage et restait à regarder l'animal un moment. Coco la regardait en retour avec ses petits yeux ronds et noirs. « Tu m'as sauvé, tu sais » disait-elle. Et le perroquet, immanquablement, répondait « Ne le dis pas à tonton, ne le dis pas à tonton. » Et Bernadette riait. C'était un petit rire, mais il était réel. Le genre de rire qui naît d'un endroit profond, de quelqu'un qui a traversé quelque chose de très difficile et qui a survécu la tête haute, de quelqu'un qui a trouvé la vérité à l'endroit le plus inattendu du monde et qui a appris que la vie a sa propre façon d'arranger les choses, quand tout semble avoir atteint un mur sans issue. Madame Françoise disait toujours que la vie est plus sage qu'on ne l'imagine, que les choses arrivent au bon moment, de la manière dont elles doivent arriver, qu'on plante sans toujours savoir ce qui va pousser ni quand. Bernadette s'est mise à y croire très fort. Elle, qui avait déjà une foi discrète en cette idée, elle la portait désormais avec plus de certitude, parce qu'elle avait vécu la preuve de cela. Un oiseau vert qui avait appris une phrase sans savoir ce qu'elle signifiait et qui l'avait répétée au moment précis où elle avait besoin d'être entendue. Parfois, la vérité n'arrive pas de la manière à laquelle on s'attend. Parfois, elle arrive d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Mais elle arrive. Elle arrive toujours. Fin de l'histoire. Bernadette n'a eu besoin de rien d'autre que de la vérité pour se sauver. Et la vérité est venue de là où on l'attendait le moins. Cela me fait réfléchir. Croyez-vous que l'honnêteté trouve toujours un moyen de se manifester, même quand tout semble jouer contre elle? Et seriez-vous resté dans cette maison après tout ce qui s'est passé? Dites-le nous dans les commentaires, d'où vous regardez et ce que vous avez ressenti avec cette histoire. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un dont vous savez qu'il va aimer. On se retrouve bientôt avec une autre histoire comme celle-ci.